Bonjour, chers rebelles des capitales, j'espère que vous allez bien. Je suis ici avec mon bon ami Rick et il va vous parler de la façon de protéger votre liberté et peut-être même de se déconnecter du chaos potentiel des élections, non seulement en mettant en place un plan B, mais en ayant un pouvoir d'achat sous forme d'or en dehors du système. Je pense que cette discussion va être très importante, car comme vous le savez, peu importe ce qui se passe avec Trump et Kamala et l'insanité, je suis entièrement pour avoir un plan B. Et la première étape de ce plan B, comme je l'ai dit, est d'avoir un pouvoir d'achat en dehors du système. Mais nous rencontrons un problème. C'est comment obtenir un certain montant de pouvoir d'achat, disons que c'est beaucoup, en dehors des États-Unis, du Canada ou de l'Australie, pour le transférer vers votre plan B afin de réellement vous soutenir. Alors, j'ai rencontré Hugues, excusez-moi, j'ai rencontré Rick chez Hugues à Saint-Barthélemy. C'était peut-être il y a quelques mois. Et Rick a une histoire fascinante. Il travaille dans l'industrie de l'or. Je voulais donc l'inviter à partager ce qu'il fait et vous donner peut-être quelques idées sur la façon dont vous pouvez tirer parti de l'or d'une manière que vous n'aviez peut-être pas envisagée auparavant pour augmenter votre liberté. Alors, Rick, bienvenue dans l'émission, mon ami. Merci, je l'apprécie, content d'être ici. Dis-nous ce que tu fais. Raconte-nous ton histoire, mec. Tu es vraiment un gars fascinant. Merci. Eh bien, pour faire court, le retour à la bijouterie, c'est que j'étais déjà un artiste professionnel en activité quand j'ai rencontré un homme nommé Gabor, un Hongrois un peu fou, qui m'a introduit dans le monde de la bijouterie. J'ai appris avec lui pendant 10 ans avant qu'il ne décède. Après sa mort, j'ai commencé ma propre entreprise. C'était il y a 25, en fait, oui, 25 ou 26 ans. Donc, tu étais artiste et puis tout à coup, tu rencontres ce gars qui fait de la bijouterie en or et tu te dis, eh bien, peut-être que je pourrais faire quelque chose comme ça. À l'époque, étais-tu libertaire ou plutôt agnostique? J'étais plutôt agnostique. Je pense que j'avais 20 ou 21 ans, donc j'étais un peu déconnecté en ce qui concerne la vue d'ensemble. J'ai commencé à m'impliquer peu de temps après notre rencontre, Gabor et moi, à cause de la situation de 2001. Je me souviens que c'est à ce moment-là que j'ai commencé, comme avec le 11 septembre. Non, le marché s'est effondré, donc c'était en 2000, 2001. Oui, oui, 2000, 2001. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer et cela a vraiment commencé. En 2000, vers 2005-2006, avant que tout cela n'arrive, comme la crise du logement en centre-ville. C'est ça, j'appelle ça la crise du logement parce que je savais qu'il y avait quelque chose de vraiment mal. Je ne savais tout simplement pas comment l'exprimer parce que, évidemment, je ne savais pas ce que je sais maintenant, mais je savais que les choses n'allaient pas bien. Je veux dire, tant de gens ont emprunté ce même chemin. Et Vous savez, et maintenant, ce que vous faites, c'est que vous créez des bijoux en or sur mesure. Je le fais, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas seulement des bijoux en or sur mesure. Je pense que ce qui est peut-être encore plus fascinant, c'est qui sont vos grands clients. Parce que dans cette conversation, je ne veux pas seulement plonger dans, vous savez, les options pour que les gens montent dans un avion, disons, avec 100 000 dollars de pouvoir d'achat, ou si vous aviez, disons, des pièces d'or ou des lingots d'or, vous pourriez devoir le déclarer. Mais peut-être qu'avec des bijoux, vous n'auriez pas à le faire. Je ne dis pas, vous savez, de violer la loi ou de faire quoi que ce soit dans la zone grise ou quelque chose comme ça. Mais cela donne juste aux gens des idées. Mais vos clients numéro un, corrigez-moi si je me trompe, ne sont pas des Américains, ce sont en fait des Chinois et des Japonais, ce qui nous donne beaucoup d'aperçus sur d'autres sujets dont nous. Parlons sur cette chaîne en termes de macroéconomie et de ce qui se passe avec l'économie chinoise. Alors, racontez-nous comment vous avez commencé à créer ces bijoux en or, comment cela est devenu populaire et comment vous en êtes arrivé au point où tout à coup vous faites ces grands salons au Japon où vous avez littéralement des centaines de Chinois fortunés, des clients chinois venant de Chine
en provenance directe pour acheter une bague en or de la taille de mon poing ou quelque chose comme ça. Ouais, des trucs assez obnoxieux. Donc, je pense que quand les gens le voient, que ce soit les douanes ou n'importe qui, personne ne pense que c'est réel parce que c'est juste tellement énorme. Oui, Ils pensent que tout le monde pense que c'est plaqué ou peu importe. J'ai eu des gens qui m'ont demandé est-ce que c'est vrai? Et je réponds qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, c'est fou. Mais ouais, parce qu'ils ne fabriquent pas de trucs en plastique, moi je fais des bijoux en plastique. J'ai dit aux gens que c'était de l'or plaqué plomb. Ouais. Donc, je veux dire, c'est intéressant parce que je travaille avec plusieurs métaux, l'or étant l'un d'eux. Mais j'ai remarqué, je ne sais pas si tu te souviens, quand Obama a imposé des sanctions à la Russie, n'est-ce pas? Et c'était, évidemment, pendant sa présidence. Je pensais qu'à l'époque, en fait, avant d'avoir la Chine et la Russie, et je me suis dit, eh bien, c'était agréable d'avoir une clientèle en Russie. Je suppose que c'est fini. oh, vous vendiez en Russie à ce moment-là. Oui, et donc ce que j'ai remarqué, c'est que les ventes ont augmenté parce que les gens cherchaient des valeurs refuges. Et c'est ça qui m'a surpris parce que je ne comprenais pas, vous savez, quand les devises, vous savez, la façon dont un individu russe me l'a expliqué était, avez-vous déjà eu le réveil dans votre compte bancaire où vous pensiez avoir 100 000 et où il n'y a maintenant que 50 000? Vous savez, ils se sont réveillés à cela plusieurs fois. Ils recherchent donc des réserves de valeur et ils ont vu que mes affaires pouvaient apparemment être une réserve de valeur pour eux. Alors, portons cela maintenant à ce qui se passe en Chine. Je pense que cela pourrait être une situation similaire. Maintenant, c'est juste moi, vous savez, c'est juste une idée qui me vient à l'esprit. Mais il semble qu'il se passe quelque chose comme ça où vous ne pouvez pas. Donc, d'après ce que je comprends, si vous vous faites prendre à transporter des lingots, à faire passer de l'or hors de Chine, vous vous mettez dans de réels ennuis. D'accord? Mais il est beaucoup plus facile de sortir différents instruments. Ouais, Ouais, donc si vous avez l'un de ces trucs et si vous n'avez pas vu les affaires de Rick, les gars, je pense que Josh va probablement les afficher ici. Nous mettrons un lien vers cela. Mais en gros, juste une autre petite histoire qui vous donne une idée de l'ambiance des bijoux qu'il crée, Rick, et de bons amis avec Stone Cold, Steve Austin. Donc, si vous savez qui est Stone Cold, je suis sûr que vous savez tous qui est Stone Cold Steve Austin. Si vous pouvez imaginer une bague en or que Stone Cold porterait, c'est le genre de choses que Rick fait. Et donc, comme un gros crâne ou quelque chose comme ça. ouais, une grosse bague en forme de crâne et ma taille est 11. Un crâne de l'un de mes incontournables est cette bague appelée Slickster qui est en taille 11 et en or 22 carats. Elle pèse 3,4 heures. Des onces d'or 22 carats, donc la valeur de fusion, est significative. Ce n'est pas juste une petite alliance, n'est-ce pas? C'est inspirant pour celle-là, parce que ça ressemble à ce que tu as porté à Saint-Barthélemy, n'est-ce pas? Oh oui, oui, ouais, il est drôle parce qu'il dirait lui-même ça. Il dirait, oh, je suis trop radin pour acheter ça pour moi-même. Tu sais, mais c'est un gars drôle. Ouais, mais c'est totalement quelque chose qui correspond à sa personnalité de lutteur. Absolument, absolument. C'est le genre de gars qui pourrait y arriver. Mais encore une fois, croyez-le ou non, j'ai au Japon, j'ai une grand-mère de 81 ans qui amène son petit-fils parce qu'il est fan de mon travail et elle a acheté une énorme bague en or et la porte haut comme le crâne. Ouais, super cool, grand-mère. Oh mec, elle conduit aussi une Harley Davidson. Ouais, c'est assez bizarre. La gamme de personnes qui achètent mon travail est assez. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Rick, pour quelqu'un qui a pensé à acheter des bijoux en or dans le passé, dans le cadre d'un plan B,
Donc, vous pourriez avoir quelques pièces, un peu de lingots, un peu de Bitcoin, mais disons aussi que vous voulez, encore une fois, 100 000 dollars ou quelque chose comme ça. C'est très difficile de déplacer autant d'argent en argent ou en or. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui explorent la bijouterie en or comme option? Quels sont certains des pièges à éviter? Quelles sont les choses auxquelles ils devraient faire attention? Quels sont certains des signaux d'alarme? Eh bien, d'accord. Donc, quand vous entrez dans des choses comme les miennes, la mienne a une prime parce que mon travail est vraiment de haute qualité. Donc, cela va être bien au-dessus de la valeur de fusion de l'or. Il y a donc une prime artistique. Correct. D'accord. Mais il y a d'autres endroits où vous pouvez obtenir de l'or, vous savez, 24 carats ou 22 carats. Il y a beaucoup de gars des opérations spéciales ou des gars qui se déplacent autour du globe et qui ont besoin d'argent d'urgence. Ils portent des bracelets pour pouvoir casser un maillon. S'ils doivent, par exemple, payer un taxi ou autre, mais les produits, avec des primes plus basses, car beaucoup de gens sont sensibles aux primes quand il s'agit des empileurs de devis. Vous savez, tandis que mon travail est plus élevé, mais vous pourriez déplacer beaucoup de métal, de valeur, et cela n'a pas besoin d'être de l'or. J'essaie de choisir mes mots ici. L'or n'a pas besoin d'avoir l'apparence de l'or. Si vous êtes dans une situation d'urgence et que vous devez le faire sortir du pays, vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires documentées sur des personnes dans des pays en guerre qui déplacent de grandes quantités en les faisant passer pour autre chose, comme en les peignant ou en les faisant ressembler à de simples perles. Certes, c'est lourd, mais vous pourriez, je n'y avais jamais pensé, juste en les peignant. Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de ça, vous savez, il se passait beaucoup de choses pour faire en sorte que lorsque vous êtes un réfugié et que vous avez l'air d'un réfugié, vous pourriez avoir quelque chose qui ressemble à un chapelet, mais ce chapelet pourrait être en or massif. Vous ne le sauriez tout simplement pas, à moins de le toucher. Je veux dire, il y a eu un cas, juste cette année, je pense que c'était de Hong Kong à Japon. Ils essayaient d'expédier des pièces de moteur. Vous pouvez chercher cette histoire. Et ils se sont fait prendre, mais les pièces de moteur étaient en or massif, mais elles n'avaient pas du tout l'apparence de l'or. Ce sont des personnes qui essaient de faire sortir de l'or de Chine. Beaucoup d'or de Hong Kong vers le Japon. Et donc, mais c'est parti, je vous le dis. Il devait y avoir une fuite d'informations parce qu'il n'y a aucun moyen, visuellement, que vous auriez pu le savoir. D'accord, donc ils fondent l'or. Et le couler pour ressembler à des engrenages et des pièces de moteur. Et ce genre de choses se passe depuis un certain temps. Ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ils le peignent en gris comme de l'argent ou en bleu ou quelque chose comme ça. Vous pourriez le plaquer. Imaginez simplement que vous pourriez avoir un objet en or 24 carats et le plaquer en argent. Cela ressemble à de l'argent. Et encore une fois, nous ne disons pas que vous devriez faire cela, mais c'est juste une idée de ce qu'ils font en ce moment en Chine. Et je pense que c'est un avertissement et un signal d'alarme quant à ce que nous pourrions voir aux États-Unis dans le futur. Je veux dire, ce n'est pas une prédiction ou quoi que ce soit, mais évidemment, nous avons une grande élection demain et vous savez, si vous avancez de 4 ans, 8 ans, 12 ans, vous pourriez ne pas avoir le droit légal de retirer votre pouvoir d'achat, votre or, ce que vous voulez. Il est donc temps de commencer à réfléchir à ces choses maintenant et non après coup, correct? Eh bien, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous devez faire ce que font les Chinois, c'est-à-dire fondre votre or et le transformer en quelque chose qui ressemble à un engrenage de transmission, juste pour pouvoir quitter les États-Unis avec une partie de votre pouvoir d'achat afin de pouvoir nourrir vous-même et votre famille. Je veux dire, regardez les camionneurs, c'est un exemple parfait de ce qui peut arriver dans un pays soi-disant libre. Peut-être que c'était un signe d'avertissement, un coup de semonce pour moi concernant la crypto aussi, c'était comment ils ont verrouillé les comptes crypto des gens. Vous savez, la crypto, c'était une grande bataille, un va-et-vient à propos de la crypto. Je crois en la crypto, mais
Je ne pense pas qu'elle soit aussi privée que les gens le pensaient autrefois. Et le rassemblement des camionneurs a vraiment montré cela, car ils ont retrouvé toutes ces personnes. Tous ces comptes de crypto-monnaies ont été gelés, Oui, et c'est ça. Il faut vraiment réfléchir à vos empreintes et à vos empreintes digitales, vous savez, et à quel point vous êtes exposé. Oui, il y a des avantages et des inconvénients à tout. Évidemment, l'avantage avec quelque chose comme le Bitcoin, c'est que vous pouvez garder une quantité illimitée d'argent ou de pouvoir d'achat dans votre poche, correct, peu importe. Avec l'or, vous ne pouvez pas faire ça, correct. L'avantage de l'or, c'est qu'il n'y a vraiment aucun risque de contrepartie, à part le fait que quelqu'un puisse vous le voler ou quelque chose comme ça. Mais si vous avez cet or dans votre main, ou si vous avez ce gigantesque crâne à votre doigt, ouais, Eh bien, partout dans le monde, l'or est de l'or. Et l'or a été, vous savez, c'est une monnaie depuis des milliers d'années. Vous savez, oui, tu vraiment. oui. Je pense que vous avez une approche en 3 ou 4 volets. Absolument. On ne peut pas simplement dire oh, je vais tout faire en or, ou je vais tout faire en argent, ou tout en Bitcoin. Correct. Vous devez avoir une certaine diversité si votre objectif principal est de maintenir votre liberté et votre autonomie. Eh bien, c'était le vieux dicton, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà, c'est la même chose. Ouais. Donc, si j'achetais des bijoux en or, Rick, je serais un peu inquiet de me faire arnaquer. Ce n'était pas aussi réel, ou peu importe ce que c'était. Comment les gens, par exemple, si tu achetais, Bijoux en or pour vous-même, spécifiquement pour cette raison. Vous savez ce que vous devriez surveiller pour vous assurer que vous receviez exactement ce que vous attendiez lors de l'achat. Vous voyez, c'est vraiment la partie délicate de le faire en ligne. Je ne le ferai jamais, personnellement. Je connais des gens qui ont acheté de l'or et des lingots en ligne, mais il y a eu une telle inondation de contrefaçons venant principalement de Chine. Donc, les bijoux, lingots et autres objets de valeur, tout y passe. Vous devez vraiment faire vos recherches. Il y a les testeurs Sigma qui testent des choses et il existe d'autres façons de tester l'or. Mais cela revient vraiment à se demander si vous achetez dans un endroit réputé et quand quelque chose est marqué. Vous savez, nous devons marquer tout, que ce soit de l'argent sterling, de l'or 22 carats, 18 carats ou 24 carats. Vous savez, vous tamponnez ce carat et si vous êtes dans ce domaine, vous feriez mieux d'être préparé à des actions légales à un moment donné. Oui, vous savez, il y a beaucoup de confiance qui entre en jeu, mais il existe des moyens de tester. Si vous achetez des bijoux en or 24 carats, juste comme une réserve de valeur, vous feriez mieux de vous assurer que vous l'achetez dans un endroit réputé. Et il n'y a rien de mal à tester. Si vous commencez à acheter dans un endroit qui semble réputé, que vous lisez des avis et tout ça, prenez un morceau et payez un peu pour le test. Vous savez, envoyez-le dans une fonderie ou un laboratoire ou dans différents endroits où vous pouvez l'envoyer et ils vous diront le niveau de pureté. C'est une bonne idée. si vous allez acheter 100 000 $ de bijoux chez un homme ou une femme, au lieu de tout investir d'un coup, achetez simplement un morceau à 2 000 $, faites-le tester. Ensuite, une fois que vous avez confirmé que c'est légitime, si tout le reste est en ordre, allez-y et achetez le reste des 98 000 $. C'est exact. La réputation est tout. Comme je l'ai dit, même lorsque vous achetez des lingots, regardez combien de faux American Eagles il y a. Je veux dire, ils sont faux. Ils falsifient des dollars Morgan. Oui, Vous savez, vous devez être très prudent maintenant, car la diligence raisonnable est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était. Vous savez, quand vous et moi grandissions. Je dirais que ces 10 dernières années, même moi, j'ai été piégé. J'ai été piégé il y a probablement 12 ans, quelque chose comme ça, 10 ou 12 ans avant la prolifération des contrefaçons. Maintenant, j'ai été piégé avec 2 barres d'or de la monnaie australienne et c'était un ami d'un ami qui avait besoin d'argent. Et je n'étais tout simplement pas au courant. achetez-tu cela juste pour avoir du matériel source pour tes bijoux? Ouais. Et puis,
quand je suis allé le fondre des années plus tard, mon gars m'a appelé et m'a dit « Hé, mec, c'est du laiton. » J'étais comme « Quoi ?» Mais il avait une couche vraiment épaisse d'or 24 carats. Donc, lorsqu'il a été testé, à travers le plastique, il a été enregistré comme de l'or. Waouh! Donc, tu dois vraiment connaître ton sujet. Tu dois vraiment connaître ton sujet. Tu sais d'où vient ton or. C'est une curiosité. Donc, je l'obtiens de plusieurs endroits. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais dans mes magasins de pièces locaux et je leur dis, parce qu'une chose à propos des collectionneurs, c'est que beaucoup de collectionneurs, c'est un peu drôle, donc les gens se soucient d'une rayure. Par exemple, si tu regardes un American Eagle qui est en 22 carats ou une Maple Leaf, je vais dire Maple Leaf parce que c'est en 24 carats. Ouais, j'ai compris. Oui, continue, Rick. J'ai une pièce. Je ne sais même pas ce que c'est. Celle-ci ressemble à un aigle américain. Donc, oui, d'après ce que je peux voir, ça ressemble à un aigle américain. Mike Maloney m'a donné ça il y a quelques semaines. Eh bien, c'est sympa. Oui, continue. Désolé. Donc, s'ils sont bosselés ou rayés, parce que beaucoup de gens, vous, savez, les laissent tomber. Ouais, donc si je laissais tomber ça et qu'il avait juste une imperfection ou quoi que ce soit, je dirais, oh, je ne le veux pas. Beaucoup de gens ne voudraient pas ça. Beaucoup de gens ne voudraient pas ça. Mais je suis le gars qui dit, je me fiche de savoir si c'est plié en deux. Si c'est une once d'or, c'est une once d'or pour moi. Tu sais, d'accord. Et donc, peut-on obtenir un petit rabais dessus? Ouais, je vais le prendre au prix du marché pour la valeur de fusion absolue. D'accord? Ouais, parce que ça. Obtenir de l'or en faisant fondre des pièces de monnaie est en réalité plus rentable que ce qu'ils obtiendraient d'un grossiste. Donc, souvent, ils le font de cette manière. Il y a d'autres fournisseurs qui vous vendront des lingots, mais vous devrez payer des frais de transformation. Quand je fais ce que je fais et que j'achète les quantités que j'achète, parfois, si j'ai un gros projet, vous savez, vous voulez essayer de l'obtenir à un prix raisonnable, sans payer 100 ou 200 dollars de prime. Donc, je vais juste collecter des choses en cours de route et les mettre de côté en attendant. Mais je reçois des appels de magasins de pièces ou de négociants en pièces qui me disent « Hé, j'ai cette feuille d'érable avec une énorme cicatrice dessus. » J'ai dit « Ça pèse combien? Ça pèse bien. Tu sais? D'accord. Cool. Faisons-le. Testons-le. On est prêt. » Je vois, c'est intéressant cela. Me rappelle quand j'étais en Argentine et que j'essayais de traverser le pays en n'utilisant que de l'or, de l'argent et du bitcoin. Et nous avons rencontré des problèmes de liquidité, pour le dire simplement. C'était vraiment difficile de trouver même un bijoutier qui achèterait les pièces d'or que nous avons. Et j'en ai quelques-uns, juste là-bas, mais ce n'était même pas ces affaires d'une once. C'était juste des trucs d'un dixième d'once. Ouais, Ce qui représente une prime élevée. ouais. Mais Rick, à l'époque, je pense que l'or se négociait autour de 2200. Et donc, pour ce dixième, tu penses que j'aurais dû obtenir au moins 200 dollars pour ça, même avec la décote. Mais très peu de personnes, des bijoutiers, étaient prêtes à me faire une offre. Mais ceux qui m'ont fait une offre, c'était comme 100 dollars, comme 110 dollars. Donc, mon point est que même si vous traitez de l'or, vous devez réaliser qu'il n'est pas parfait. Ce n'est pas comme si vous achetiez ça pour, vous savez, peu importe, 2700 ou 2800 dollars en ce moment. Vous pouvez juste l'emmener immédiatement à votre endroit de plan B et obtenir 2800 dollars pour cela. C'est exact. Vous pourriez, mais en fait, vous ne le ferez probablement pas. J'allais dire que vous pourriez ou vous pourriez ne pas, mais vous ne le ferez probablement pas. C'est pourquoi il est si important d'avoir un réseau d'individus dans votre lieu de plan B au sein d'une communauté déjà développée. Comme vous, par exemple, vous avez un réseau de personnes avec lesquelles vous travaillez pour vous approvisionner en or, car vous faites cela depuis 20 ans. Donc, vous avez des personnes que vous connaissez, que vous aimez et en qui vous avez confiance. Eux, ils vous font confiance, mais c'est exactement le même concept que si vous deviez mettre en place un plan B au Panama ou en Argentine.
Vous voudriez certainement y aller à l'avance pour comprendre où, si je prends mon or, je peux le vendre. Cela nécessite en fait beaucoup de diligence, alors que les Américains pensent qu'on peut simplement l'apporter à un prêteur sur gage local au Panama ou au Mexique. Et ça ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles mes œuvres se vendent dans le monde entier. J'aime penser que c'est pourquoi beaucoup de gens achètent mon travail depuis ces endroits. Vous savez, la Chine, la Russie, parce qu'il existe un marché mondial. Il existe donc un marché secondaire pour vos affaires. Ouais, et ils n'ont pas à s'inquiéter d'eux. Maintenant, il y a beaucoup de contrefaçons aussi. Vous savez, il faut juste faire preuve de diligence raisonnable, comme pour tout, mais ils peuvent constater qu'il y a un public mondial, n'est-ce pas? Donc, ils peuvent se déplacer. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans une situation où les gouvernements s'effondrent, comme en parlant aux Russes. C'est pourquoi j'essayais de faire ce voyage en Argentine avec vous, parce que j'étais curieux non seulement des métaux précieux, mais une chose qui se vend dans le monde entier et qui est très échangeable, c'est aussi le whisky. Alors croyez-le, ou non, comme les gens vous le diront après avoir traversé des effondrements en Russie et ailleurs, un homme, une bouteille de whisky, c'est là la vraie valeur. Il pourrait donc y avoir une situation où quelqu'un choisirait une bouteille de whisky plutôt qu'une once d'or, vous savez? Tu sais ce qu'il voulait vraiment. Josh m'a fait remarquer cela quand nous faisions l'un des directs. Nous venions de quitter un bijoutier. Je pense que c'était l'un des bijoutiers à qui nous avons réellement pu vendre. Et Josh dit simplement, vous savez ce qui fonctionnerait vraiment bien ici, c'est si nous avions des iPhones. Et j'y ai pensé. Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison. C'est absolument correct. Si nous avions eu comme 100 d'iPhone, nous aurions pu charger ces choses en 1 heure. Tu es probablement beaucoup plus proche de ce qu'on appelle le spot. N'est-ce pas fou qu'il existe des réserves de valeur dont les gens parlent peu? C'est ce que je recherche toujours, ces choses, ces objets dont les gens ne parlent pas vraiment, vous savez, parce qu'il y en a beaucoup. Et comment j'ai appris à leur sujet? C'est en lisant des histoires de guerre et d'effondrements gouvernementaux, car il y a eu pas mal d'effondrements monétaires juste de notre vivant. Oui, vous savez. Et quand vous parlez vraiment à ces gens, vous comprenez que, waouh, ce n'est pas, je veux dire, l'or et l'argent, c'est super. Le Bitcoin serait génial. Mais quelqu'un pourrait valoriser cet iPhone ou ce rouleau de papier toilette ou peu importe ce que c'est plus que ces choses. C'est juste, je pense que c'est de personne à personne. Et il faut, comme vous l'avez dit, une approche multifacette. Ouais, mais je pense que ce qui rend l'or et le Bitcoin vraiment intéressant, c'est que les gens doivent y jeter un œil s'ils se soucient de la liberté et de la liberté de choix. Et d'un plan B, c'est que c'est transportable. Tu peux, par exemple, dire que ça vaut 3000 dollars ou disons qu'avec une décote, je pourrais obtenir 2500 dollars. Ouais, d'accord, c'est très, très petit. Donc, tu pourrais avoir une pile de ces choses, ce que Mike avait. Mike les avait dans un tube, tu sais. Il avait probablement, je ne sais pas, 50 ou 60 000 dollars dans ce petit tube de pouvoir d'achat que tu peux littéralement mettre dans ta poche. C'est pourquoi je pense qu'il est si important de prendre cela en compte dans votre approche, mais comprendre qu'il y a des avantages et des inconvénients, et comprendre que vous devez faire ce travail préparatoire et établir ce système, ce réseau d'individus à l'avance, que vous ne pouvez pas simplement supposer que cela va vous apporter un pouvoir d'achat de 2500 dollars sans faire le travail préparatoire au départ. Absolument. Et il y a une raison pour laquelle les banques de la Réserve fédérale du monde entier cachent ces choses-là. Oui, c'est le risque de contrepartie et je ne m'inquiète pas vraiment de la crise monétaire aux États-Unis. Les personnes qui regardent mes vidéos comprennent mon point de vue sur le dollar et autres. Et je ne m'inquiète pas vraiment des contrôles de capitaux aux États-Unis de manière générale. Mais ce que je fais, ce qui me préoccupe énormément, ce sont les contrôles de capitaux ciblés. C'est exact. Par exemple, Rick, nous avons vu ce que tu as posté en ligne la semaine dernière, ou nous avons vu ce que tu as posté pendant la maladie de Servasius sur le fait que tu n'aimais pas les masques. Et nous ne voulons pas que vous répandiez de la désinformation et de la désinformation. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de geler votre compte bancaire parce que nous vous considérons comme quelqu'un qui est un terroriste domestique ou quelque chose comme ça. C'est une information qui est, je cite,
dangereuse pour le grand public, et donc, par mesure de précaution, nous avons simplement décidé de geler tous vos actifs. C'est vraiment ce qui m'inquiète. Tout le monde devrait respirer. Oui, je fais beaucoup de pièces avec le Gadsden. Vous savez, le serpent ne marchez pas sur moi. Le serpent de Gadsden. D'accord, oui. Sur Instagram, je pense que c'était soit l'année dernière, soit, pas trop longtemps, ils ont dit que si vous postez ce Gadsden, vous allez être mis sur une liste. C'est un parfait exemple. Twitter, les fichiers Twitter, quand Elon a pris contrôle, C'est vrai? le gouvernement intervenait dans les réseaux sociaux, essayant littéralement de censurer beaucoup de personnes, dont un pourcentage élevé était constitué de partisans de la liberté et de la liberté. C'est vrai, mais je suis toujours confus quant à pourquoi cela n'a pas été plus important. Problème, je suis parce que les gens sont complaisants. Ouais, la complaisance me rend fou. Parce que je suis fou. Le prochain vidéo que je fais aujourd'hui, je le fais sur pourquoi je suis un électeur à un seul problème dans cette élection. Vous savez, je pense que je n'aime pas tous les politiciens, c'est juste à quel point je ne les aime pas, ouais. Et je n'aime pas Trump, je n'aime pas Harris. Mais ce que je regarde ici, en ce qui concerne cette question, c'est la liberté d'expression. Parce que si nous avons la liberté d'expression, il y a de l'espoir. Absolument, il y a de l'espoir. Si vous regardez le système éducatif, si vous considérez l'utilisation du Bitcoin comme une monnaie, peu importe quel est votre sujet brûlant, il y a de l'espoir. Tant que nous avons la liberté d'expression, mais si vous supprimez cette liberté d'expression, nous sommes foutus. Et ce qui est intéressant, c'est que ce matin, je faisais des recherches pour cette vidéo sur l'histoire de la liberté d'expression aux États-Unis. Et il existe une histoire assez vaste de la liberté d'expression même avant la Constitution et les amendements et autres, ou la formation du gouvernement américain. Disons même, dans les colonies, tout tournait autour de la liberté religieuse d'expression, mais cela remonte à eux la censure du gouvernement britannique, rien que pour les colonies. Et quand vous lisez à quel point notre histoire est étroitement liée à la censure et à la liberté d'expression, vous réalisez que la liberté d'expression est vraiment la pierre angulaire de ce que signifie être américain. Oui, bien sûr, la désinformation, les absurdités, par définition, sont, je dirais, anti-américaines. Et c'est évident pour quiconque étudie l'histoire. Eh bien, c'est vrai. Et je veux dire, avez-vous remarqué à quel point les comédiens sont essentiels quand on parle de liberté d'expression? Vous réalisez que les comédiens sont en quelque sorte en première ligne, vous savez, et quand ces gars-là avaient peur de parler de certaines choses, vous savez, au cours des dernières années, ils deviennent maintenant plus audacieux. Mais tant d'entre eux ont perdu leur courage parce qu'ils avaient tellement peur de dire quoi que ce soit et d'être bannis ou de subir un bannissement caché ou d'être annulé ou peu importe ce que c'est. Ouais, mec. Quand le dialogue s'arrête, vous voyez, vous regardez à un niveau macro aux États-Unis, mais prenez cela et regardez à un niveau micro et prenez vos relations, vos amitiés. Si la communication se dégrade, si vous n'avez pas de communication, si vous ne pouvez pas dire les choses, c'est fini. Ouais, et il y a aussi une autre chose à laquelle je n'avais pas trop pensé, mais une fois que tu lis à ce sujet, c'est comme, oh, bien sûr, c'était primordial. C'était le mouvement des droits civiques. Ouais, si nous n'avions pas la liberté d'expression, Martin Luther King, il aurait des problèmes là-bas. Vous savez, tout ce mouvement n'aurait probablement jamais vu le jour, car il y avait littéralement des politiciens qui essayaient de faire taire Martin Luther King Jr., tout le monde qui se tenait, vous savez, pour ce mouvement des droits civiques et les agences gouvernementales, et c'est bien, il y a des politiciens et des agences gouvernementales, c'est exact, et ils le font sous le même principe. Correct, ce que dit Martin Luther King Jr. est dangereux pour l'Américain. Par conséquent, nous devons protéger le peuple américain en faisant taire tous ces leaders du mouvement des droits civiques. Je veux dire, quand on y pense vraiment, c'est vraiment le seul problème. Tout le reste découle de la liberté d'expression. C'est exact. C'est exact. Et en revenant aux métaux, vous savez, cela peut être complètement hors livre et cela peut être complètement... Parce qu'une fois qu'ils y vont, regardez.
Que quelqu'un y croit ou non, ils vont à un moment donné vers une monnaie numérique. Ouais, dans les 5 à 10 prochaines années, ils veulent tout numérique. Ouais, vous savez, sous prétexte que c'est génial. Vous savez, Hugues et moi avons eu cette discussion plusieurs fois au Japon, parce que j'opère. Le Japon est encore une société de cash. Et Hugues était juste. Il était comme « Oh, du cash. Burk. » Et il m'appelait un dinosaure, tu sais, il disait que j'avais l'air d'un vieux en utilisant cet argent liquide. Je lui ai dit, hé mec, tu sais, on doit avoir une conversation. Souvent. Je pense qu'il est tellement aveuglé par à quel point sa vie est géniale à Saint-Barth que je ne pense pas qu'il comprenne vraiment la pente glissante sur laquelle nous nous trouvons en dehors de ce paradis. N'est-ce pas? C'est exact? C'est exact. Vous avez besoin d'un moyen de transiger en dehors d'un système. Peu importe quoi, je crois fermement que c'est une vérité absolue. Fin de l'histoire, vous savez. Parce que si vous ne le faites pas, je veux dire, regardez dans le cas d'une catastrophe naturelle. J'étais à LA pendant le grand tremblement de terre, c'était en quoi? 93? J'étais en 93, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi été pris dans l'ouragan Andrew, j'ai volé vers Bâton Rouge, j'ai atterri à la Nouvelle-Orléans et j'ai conduit jusqu'à Bâton Rouge comme un idiot. Je me suis fait prendre là-dedans. Mais ce que l'on réalise, c'est que l'électricité s'éteint. Vous savez, il n'y avait pas Internet. Vous savez, Internet n'était pas aussi développé, mais votre Internet va tomber en panne. Tout ça va tomber en panne. Et même si c'est pour une semaine, vous avez besoin d'un moyen de transaction, vous avez besoin d'articles avec lesquels transiger pour cette semaine. C'est ce que je disais à Hugues. Je lui ai dit, regarde, nous sommes au Japon. Il y a beaucoup de tremblements de terre ici. Disons qu'il y avait un tremblement de terre ce soir, et que vous deviez vous réveiller et aller chercher du café ou de la nourriture ou quoi que ce soit d'autre, et que les systèmes de cartes de crédit ne fonctionnaient pas, disons pendant 2 jours. Que ferez-vous pendant 2 jours? Vous savez, vous avez toujours besoin d'un peu d'argent sur vous. Moi, Je le regarde encore plus. Je veux dire, ce sont de bons points, mais j'adopte une approche encore plus pratique. Et si je sors, j'ai toujours de l'argent liquide dans ma poche arrière parce que 5% du temps, quand j'essaie d'utiliser, vous savez, l'une de mes cartes ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir là, elle ne fonctionne tout simplement pas. La machine fonctionnera ou alors, vous savez, ils mettront un blocage de sécurité sur ma carte Wells Fargo parce que je l'utilise en Colombie ou quelque chose comme ça. Ou je suis sûr qu'ils font la même chose au Japon. Donc, si je sors, vous savez, pour le déjeuner ou le dîner ou peu importe, je vais avoir de l'argent liquide sur moi au cas où la voiture stupide ne fonctionnerait pas. Nous devons organiser une intervention avec Hugues la prochaine fois. Oui, inscris-moi. Nous devons faire ça ici même. D'accord? Alors, maintenant, je veux aussi ramener cela à l'aspect pratique pour le spectateur. Et quand vous dites que s'ils s'intéressent aux bijoux en or, ils doivent faire leur devoir, vous devez voir depuis combien de temps l'individu est en affaires. Et même si vous vous assurez d'acheter une petite quantité pour commencer, afin de construire cette relation de confiance, faites-la tester et ensuite allez-y. Si vous le souhaitez, achetez quelque chose de plus substantiel. Envisageriez-vous un jour d'acheter quelque chose vous-même qui aurait une prime artistique attachée? Quels seraient les avantages et les inconvénients dans ce cas? Et pas seulement pour vos bijoux, mais je pense qu'il y a aussi une prime assez substantielle attachée aux pièces de collection. Oui. C'est correct de dire ça? oui, c'est vrai. Alors, les avantages et les inconvénients? Eh bien, je veux dire, je suis un grand fan de collection. Il y a donc un grand marché des couteaux ou d'autres bijoux. Il y a des artisans au Japon dont je collectionne le travail. Et je paie un prix premium pour ces objets. Je les connais, je leur fais confiance. Je n'ai aucun problème avec ça parce que j'aime le travail. Tout d'abord, je dirais aux gens de ne pas acheter. C'est comme acheter une œuvre d'art, car c'est ce que vous achetez, que ce soit de l'or, un tableau, achetez d'abord ce que vous aimez. Car si le prix de l'or, disons, le prix de l'or se mettait à chuter de 1 000 $ l'once, n'est-ce pas? Aimez-vous toujours ce bijou que vous portez? Tu sais ce que je veux dire?
Donc, il y a ça à considérer. Mais aussi, tu sais, en ce qui concerne les pièces de collection, personnellement, je ne suis pas trop pour ça. Mais je connais beaucoup de gars qui adorent ça. Tu sais, ce genre de choses, et il y a une forte prime attachée, comme à la pièce de monnaie Star Wars, d'accord? Ce n'est pas mon truc, mais si c'est le tien, vas-y, si ça fonctionne pour toi, il faut avoir pas mal d'expertise dans ce avec quoi tu traites. Par exemple, les gens connaissent mon histoire, savent que je suis allé à Tucson en 2017 pour aider mon petit frère, et une chose en entraînant une autre, j'ai commencé à acheter et revendre des camions. C'est juste un petit boulot amusant pour ne pas m'ennuyer à mourir. Et oh, ce que j'ai rapidement réalisé, c'est qu'il y avait un énorme marché pour ce type spécifique de camion. Vous savez, Ford? Ouais, 95, 2002, nous l'appelons un Power Stroke, diesel 7.3. Et ce que j'ai dû faire, évidemment, il y avait une prime sur ces camions au-delà de leur utilité, tout comme pour une pièce d'or, mais je devais devenir un expert dans ces camions pour déterminer quel prix je devrais payer, combien je peux les vendre et toutes les particularités et les problèmes qui accompagnent ces camions. Je sais quoi surveiller avant d'acheter pour ne pas me faire avoir et me retrouver avec un produit défectueux. Oui, fais un peu de diligence raisonnable. Ne sois pas paresseux. C'est incroyable à quel point les gens sont paresseux dans l'ensemble. Mais, quand il s'agit d'objets de valeur, de réserves de valeur, faites un peu de travail. Ne sois pas paresseux à ce sujet. Je le vois tout le temps dans le monde du whisky. Je bouge beaucoup dans le monde du whisky, et les gens se contentent de lire un titre et d'aller l'acheter au lieu de attendre et voir si c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine. Je dis toujours aux gens la même chose. Si vous achetez des bijoux en or, si vous achetez une œuvre d'art, si vous achetez du whisky, assurez-vous que c'est de bonne qualité. Ne vous contentez pas d'acheter une étiquette. Ne vous contentez pas d'acheter juste parce qu'il y a plein d'étiquettes là-bas, que ce soit pour des bijoux ou du whisky. Vous pouvez simplement acheter l'étiquette, mais est-ce que cela a de la valeur? Vous voyez ce que je veux dire? Obtenez de la valeur, obtenez de la vraie valeur. Et c'est là que vous devez être. Vous devez être un étudiant. Oui, vous devez avoir un certain niveau d'expertise. Vous êtes devenu un étudiant de ces trucs, de toute cette scène. Donc, c'est ce que vous devez faire. Ne soyez pas « je peux discuter de tout ça avec le plus rustre des gars ». Eh bien, vous savez, Steve Austin, c'est aussi un grand passionné de mécanique. Donc, ouais, je veux vraiment vous rassembler. Oui, je pense qu'un de ces jours, nous inviterons Steve Cold dans l'émission et nous parlerons de certains sujets. J'aimerais lui parler de la liberté d'expression et j'aimerais lui parler de branding. Il est tout simplement si emblématique dans ces domaines. Mais enfin, Rick, comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur ce que tu fais? Et peut-être que s'ils sont intéressés, tu peux répondre à quelques questions pour eux, peut-être sur Instagram ou... Ouais, Instagram est vraiment l'endroit où me trouver maintenant. Pendant le Covid, mon site web a été piraté et en gros volé. Maintenant, ils ont pris ça. Eh bien, tu en fais trop, ne marche pas sur moi, serpent à sonnette. Ouais, je ne suis pas vraiment... Nous pouvons pas cela. Eh bien, Instagram m'a mis en ombre il y a quelques années. Et je ne dis pas que c'est sa faute, mais je dis, donc, je suis sorti en plaisantant sur les masques. J'ai fabriqué ces masques en cuir quand le Covid a commencé, et ma légende, vous pouvez la retrouver. Elle est dans mon fil. Il a dit, eh bien, puisque les médias essaient de vous faire peur, je vais me joindre à la fête et, vous savez, vous faire encore plus peur avec des masques en cuir. D'accord? D'accord. Et cela a un peu lancé la chose, mais aussi, Donald Trump Jr., il a collectionné mon travail pendant des années. Donc, le fait qu'il me suive, ainsi que certaines autres personnes, je pense qu'Instagram ne m'aime tout simplement pas. Alors, je me dis, ah, tant pis. Vous savez, Instagram. Le matériel Starlink sur Instagram est le meilleur moyen de me trouver. Oui, et les gens peuvent, s'ils ont une question ou quelque chose comme ça, ou s'ils veulent te contacter et t'envoyer un message privé, Instagram. Et je veux être très clair, Rick n'est pas un affilié à moi ou quoi que ce soit, juste un très bon pote que j'ai rencontré chez Hugues
Il a une histoire intéressante et je sais que beaucoup de gens, y compris moi-même, s'intéressent beaucoup alors aux bijoux en or et au système de pouvoir d'achat. Donc, c'était la motivation pour avoir Rick aujourd'hui. On a sauté des falaises, mec. Ouais, j'avais oublié ça. On l'a tous fait. D'accord, Rick. Merci beaucoup pour ton temps, mon pote. J'ai hâte de te revoir bientôt. Merci, Georges. Prends soin de toi. Nous aurons bientôt cette intervention avec toi. Absolument. Nous devons fixer une date